Je suis assise dans le bureau de l'avocat Caleb Whittaker, ma robe de deuil noir encore impeccable bien que je l'ai portée il y a 3 jours pour les funérailles de l'oncle Ben. Le tissu gratte ma peau, un rappel constant de la perte qui correspond au vide que je ressens dans ma poitrine. Caleb ajuste ses lunettes à monture métallique, manipulant des papiers avec une précision experte. La lumière du soleil filtre à travers les stores vénitiens, créant des ombres de barreaux de prison sur la table de conférence en acajou poli. En tant qu'unique bénéficiaire de la succession de Benjamin Thomas, commence Caleb, sa voix douce mais ferme, vous héritez d'environ 1,8 million de dollars en actifs liquides, d'une participation majoritaire dans Arcadia Home & Living évaluée à 14,9 millions de dollars, et du domaine Craftsman, estimé de manière conservatrice à 2,2 millions de dollars. J'acquiesce machinalement, les chiffres me submergeant comme une vague d'eau froide. Oncle Ben m'y avait préparé, mentionnant que l'entreprise serait un jour à moi, mais ce jour n'était pas censé arriver à 26 ans. Ce jour était censé être dans des décennies, après des milliers d'autres dîners du dimanche et de matin de Noël avec le seul vrai parent que j'ai jamais connu. Il y a quelques objets personnels supplémentaires, continue Caleb, en faisant glisser un dossier vers moi, la collection de montres de votre oncle, sa Thunderbird classique, et... La porte de la salle de conférence s'ouvre brusquement sans qu'on ait frappé. Je me tourne, m'attendant à voir la secrétaire de Caleb avec plus de café. Mon cœur s'arrête. Grant et Nadine Thomas se tiennent dans l'embrasure de la porte, l'air plus âgé mais indubitablement reconnaissable. Les cheveux autrefois sombres de mon père sont maintenant poivre et sel, le visage de ma mère est ridé mais toujours aussi beau, de cette manière distante que je me souviens de mon enfance. 16 ans. 16 ans qu'ils m'ont laissé avec rien d'autre qu'un mot griffonné à la hâte. Mes mains se mettent à trembler de façon incontrôlable. La tasse de café cliquette contre sa soucoupe, le liquide se balançant dangereusement près du bord. Les battements de mon cœur deviennent une présence physique, martelant dans mes oreilles comme quelqu'un qui essaie d'enfoncer une porte. Nous avons appris le décès de Benjamin, dit Grant, s'avançant avec une sympathie étudiée suintant de chaque mot. Nous sommes tellement désolés pour ta perte, ma chérie. Ma chérie. Ce terme affectueux me frappe comme une gifle. Mon estomac se tord violemment, la bile me monte à la gorge. La pièce bascule légèrement, les bords de ma vision se brouillent. Je m'agrippe au bord de la table, sentant le bois frais sous mes doigts, cherchant désespérément quelque chose de solide alors que le traumatisme de mon abandon d'enfance refait surface avec la force d'un tsunami. Vous ne pouvez pas être ici, je murmure, reconnaissant à peine ma propre voix. Vous m'avez abandonné. Vous avez choisi de partir. Ma mère fait un pas vers moi, son parfum toujours le même après toutes ces années, flottant à travers la table. Stella, ma puce. Savais-tu qu'il venait? Je demande désespérément à Caleb, mes yeux ne quittant jamais les visages de mes parents. Son expression stupéfaite répond avant même ces mots. Absolument pas, dit-il, se levant avec une rapidité surprenante pour un homme de la soixantaine. Monsieur et Madame Thomas, ceci est une réunion privée concernant des affaires successorales confidentielles. Le matin où je les ai trouvés partis me revient en mémoire avec une clarté brutale, disant, entrant dans la cuisine pour le petit déjeuner, ne trouvant que des tasses de café vides et un mot posé contre le sucrier. Oncle Ben s'occupera de toi. Pas même un « je t'aime » ou « nous reviendrons ». Juste sept mots, coupant nos liens familiaux comme s'ils ne signifiaient rien. Puis un autre souvenir surgit, cette première nuit avec oncle Ben et Iris. Une soupe chaude malgré la chaleur estivale parce qu'Iris disait que c'était bon pour l'âme. Des mains douces tressant mes cheveux avant de dormir, Iris fredonnant une berceuse que sa grand-mère lui avait apprise. Oncle Ben lisant Bonsoir Lune même si j'étais trop grande pour ça, parce qu'il l'avait trouvée sur mon étagère et pensait que cela pourrait me réconforter. Quelque chose change en moi. L'enfant abandonné qui, inexplicablement, veut toujours l'approbation de ses parents se bat avec l'adulte qui sait mieux. Mon esprit analytique commence à émerger du choc. Que voulez-vous, je demande, ma voix plus stable que je ne le ressens. Mon père sourit, le même sourire qu'il utilisait pour convaincre les clients d'acheter la garantie prolongée. Nous voulions présenter nos condoléances, bien sûr, et te voir. Ça fait trop longtemps. J'ai besoin de digérer la mort d'oncle Ben avant de m'occuper d'eux. Ça, dis-je, faisant un petit geste protecteur entre nous. Ma première limite, chancelante mais présente. Le sourire de Grant ne faiblit pas, mais ses yeux se durcissent. Stella, nous sommes une famille. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Nous attendions de renouer le contact, ajoute Nadine, sa voix douce et raisonnable, et le moment semblait opportun.
Le moment opportun. Juste après la mort d'oncle Ben, juste au moment où j'héritais de tout ce qu'il avait bâti. La prise de conscience me frappe avec une clarté stupéfiante, tout ce qu'oncle Ben a créé pour moi est maintenant en danger. Ces gens, ces étrangers au visage familier, ne sont pas revenus pour moi. Ils sont revenus pour ce que j'ai maintenant. Ils se tiennent là, calmes et préparés, pendant que je suis en deuil et sous le choc. Le déséquilibre de pouvoir ne pourrait être plus clair. Madame Thomas, intervient Caleb, son attitude professionnelle fermement revenue, peut-être devrions-nous fixer une autre réunion. Mademoiselle Thomas est encore en train de surmonter sa perte, et plusieurs questions successorales nécessitent une attention immédiate. Mes parents échangent un regard que je reconnais de mon enfance, la communication silencieuse qui précédait toujours une action unifiée. Ils ont délibérément planifié ce moment, me ciblant au plus vulnérable. Un léger coup à la porte brise la tension. Iris apparaît, ses cheveux argentés ramenés en son chignon habituel, des mouchoirs frais serrés dans une main. Ses yeux balaient la scène avec une rapidité surprenante, se plissant légèrement lorsqu'elle voit mes parents. Mademoiselle Stella, j'ai approché la voiture, dit-elle, son accent du sud s'épaississant comme toujours lorsqu'elle est protectrice. Vous avez l'air pâle, ma chère. Je suis face à un choix, fuir avec Iris ou rester et affronter. La directrice d'entreprise en moi dit de rester, de montrer de la force. L'enfant effrayé dit de courir, de trouver la sécurité. Mais avant que je puisse décider, Iris se positionne tranquillement entre moi et mes parents, sa silhouette est lancée formant une barrière protectrice qui n'a rien à voir avec la taille physique. Le regard de Grant glisse avec dédain sur Iris. Toujours avec le personnel, je vois. Iris se raidit mais reste digne. Je fais partie de cette famille depuis 16 ans, monsieur Thomas. L'accent mis sur famille en dit long. Quelque chose se solidifie dans ma poitrine, la première étincelle d'une véritable résolution. Je me lève, rassemblant mon sac à main et le dossier d'oncle Ben. Iris est de la famille, dis-je, regardant directement mes parents pour la première fois. Vous deux, vous êtes des étrangers. Les mots flottent dans l'air, simples mais puissants. Je ne cours pas vers la porte, mais je me déplace pour me tenir à côté d'Iris, nos épaules se touchant presque. Un message clair, je n'affronterai pas cela seul. L'expression de mon père se durcit, mais ma mère a un sursaut. Bien. Qu'il ressente quelque chose pour une fois. Nous vous contacterons, dit Grant, comme s'il concluait une réunion d'affaires. J'en suis sûr, je réponds, surprise par la fermeté de ma voix. Alors que nous nous dirigeons vers la porte, la main d'Iris trouve la mienne, la serrant rapidement. Le soutien silencieux dit ce que les mots ne peuvent pas. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. Le dimanche, je me tiens dans la cuisine de l'oncle Ben, ma cuisine maintenant regardant une cafetière préparer du café tandis que la lumière du soleil inonde les baies vitrées. 3 jours se sont écoulés depuis l'embuscade au bureau de Caleb. 3 jours de nuit blanche, à sursauter à chaque voiture qui passe devant la maison, me demandant s'ils vont réapparaître. La sonnette de la porte d'entrée retentit, répondant à ma question. Je n'ai pas besoin de vérifier par le Judas pour savoir qui se tient sur le porche. La machine à café BIPE, mais je la laisse, me dirigeant vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Je m'arrête, la main sur la poignée, respirant profondément comme Iris me l'a appris enfant après des cauchemars. Quand j'ouvre la porte, ils sont là, côte à côte, ressemblant à un couple de catalogues vieillissants. Grant en pantalon chino repassé et chemise bleue, Nadine en cardigan crème et pantalon tailleur. Ils ont vieilli de 16 ans depuis la dernière fois que je les ai vus, mais ils sont reconnaissables. La mâchoire carrée de Grant, le nez délicat de Nadine. Les mêmes traits que je vois dans le miroir chaque matin. Vous ne pouvez pas simplement débarquer ici, dis-je, gardant mon corps fermement dans l'embrasure de la porte. Grant sourit, le même sourire qu'il utilisait pour convaincre les voisins d'investir dans son dernier projet. Nous voulons juste parler, Stella. 5 minutes. J'hésite. Caleb a déconseillé tout contact, mais une partie de moi, cet enfant de 10 ans têtu qui veut encore des réponses, l'emporte sur mon bon jugement. Je recule, les laissant entrer dans la maison où j'ai grandi sans eux. Ils me suivent dans la cuisine, leurs yeux balayant les détails de la maison, les armoires rénovées, la cuisinière viking installée par l'oncle Ben l'année dernière, les œuvres d'art coûteuses. Cataloguant. Évaluant. Un café, je demande, moins par hospitalité que par besoin d'occuper mes mains. Noir pour moi, dit Grant, s'installant sur une chaise à la table de la cuisine comme s'il y avait sa place.
Ta mère prend de la crème et du sucre. Je sais comment Iris prend son café, je réponds froidement. Je vous demandais à vous deux. Nadine grimace mais accepte la tasse que je lui tends. C'est une belle maison, dit-elle après un silence gêné. Benjamin a toujours eu un goût exquis. Je ne réponds pas, m'appuyant contre le comptoir au lieu de les rejoindre à la table de l'oncle Ben, où il m'a appris l'algèbre, l'éthique des affaires et comment tenir un chéquier. Grant prend une gorgée de café délibéré avant de poser un portefeuille en cuir sur la table. Nous avons fait nos recherches. Cette entreprise vaut près de 15 millions. La brutalité de la chose, la cupidité à nu, ne devrait pas me surprendre, mais c'est le cas. Le mince vernis d'inquiétude parentale déjà enlevé. Je garde une voix neutre. Nadine ouvre le portefeuille, révélant des pages de documents financiers, des feuilles de calcul, des rapports d'évaluation, des expertises immobilières. Nous voulons juste comprendre la situation dans son ensemble, ma chérie. Arrêtez de m'appeler ma chérie. Les mots sortent plus secs que je ne le voulais. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Grant fait glisser un document sur la table. Une analyse financière complète de ton héritage. L'entreprise, les actifs liquides, l'immobilier, tout. Je ne touche pas le papier. Où avez-vous obtenu ces informations? Ce n'est pas important, dit Grant. Ce qui compte, c'est... Ça m'importe à moi, j'interromps. Vous êtes parti pendant 16 ans. Maintenant, vous débarquez 3 jours après les funérailles de l'oncle Ben avec des informations financières détaillées sur sa succession? Nadine échange un regard avec Grant. Nous avons essayé de contacter Benjamin de nombreuses fois au fil des ans. Pour de l'argent, dis-je, les pièces du puzzle s'assemblant soudainement. Vous l'avez contacté pour de l'argent? Aucun ne le nie. Il ne me l'a jamais dit. La prise de conscience me frappe comme un coup de poing. Oncle Ben m'a protégé d'eux, m'a protégé de leur tentative de manipulation. Grande soupir, un son d'exaspération étudié. Ton oncle a certainement brossé un portrait très partial de nous. Il n'a rien eu à brosser. Vous avez laissé un mot disant, oncle Ben s'occupera de toi et vous avez disparu. Cela brosse son propre portrait. Nadine sort de son sac à main un dossier différent du portefeuille de Grant. Il y a des choses que tu ne comprends pas, Stella. Elle le fait glisser sur la table. J'hésite, puis je l'ouvre. À l'intérieur se trouvent des documents judiciaires, des papiers de garde, des déclarations légales, des dossiers financiers. Mon regard s'arrête sur un chiffre de 2009, 13 500 $. Qu'est-ce que c'est, je demande, bien que le malaise dans mon estomac me dise que je sais déjà. Nous étions dans une situation difficile, dit doucement Nadine. Nous avions besoin d'argent, et Benjamin a offert de prendre ta garde exclusive si vous renonciez à vos droits parentaux, je termine, parcourant le document avec une horreur croissante. Vous m'avez vendu pour 13 000 $. Ce n'était pas comme ça, proteste Grant, mais son regard fuit le mien. C'était exactement comme ça. Je repousse les documents. Vous m'avez légalement abandonné contre de l'argent. La cuisine devient silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir, l'horloge de l'oncle Ben, celle qui le remontait chaque dimanche soir en me racontant des histoires de son enfance. Mon monde entier bascule. Oncle Ben n'a pas seulement été généreux en m'accueillant, il a été protecteur. Il les a payés pour qu'ils restent à l'écart. Chaque cadeau, chaque opportunité qu'il m'a donnée faisait partie d'un bouclier qu'il a construit autour de moi. Sa tristesse occasionnelle, le regard lointain qu'il avait parfois en me regardant ouvrir mes cadeaux de Noël, tout prend sens maintenant. Vous avez planifié ce moment, dis-je, la prise de conscience se cristallisant. Vous avez attendu qu'il meure. Grant se redresse, abandonnant toute prétention. Nous avons des problèmes, Stella. De graves problèmes. Quel genre de problèmes? Je dois de l'argent à des gens, admet-il. 85 000 $ à des hommes qui n'acceptent pas les excuses. Et j'ai été en traitement pour dépression, ajoute Nadine. Les factures médicales. Elle s'interrompt. 45 000 $ de dette de carte de crédit. Alors, vous êtes ici parce que vous avez besoin d'argent d'ici, quoi, 60 jours, je demande, reliant leur urgence à leur désespoir. Grant semble surpris que j'ai compris si vite. Nous sommes toujours tes parents, dit-il en se penchant en avant. La famille est de la famille. La famille n'abandonne pas la famille, je contre. La famille ne vend pas son enfant.
Nous contesterons le testament si nécessaire, dit Grant, la voix durcie. Nous avons des droits en tant que tes parents biologiques. Je ris presque. Vous avez renoncé à ces droits pour 13 000 $, devant un tribunal. Les détails juridiques peuvent être réinterprétés, menace-t-il. Nous étions mal représentés. La menace plane dans l'air entre nous. Ce ne sont pas seulement des gens désespérés, ils sont dangereux. Ils n'ont plus rien à perdre, ce qui les rend imprévisibles. Le fait qu'ils soient prêts à détruire ma paix après la mort de l'oncle Ben prouve qu'ils sont des adversaires redoutables. Une planche du plancher grince dans l'embrasure de la porte. Iris se tient là, ses yeux balayant la scène, les documents éparpillés sur la table, ma posture rigide, les expressions désespérées de mes parents. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui, dit-elle doucement mais fermement. Grant lui jette un regard dédaigneux. C'est une affaire de famille, Iris. Oui, en effet, répond-elle, se déplaçant pour se tenir à mes côtés, et Stella et ma famille. Mes parents rassemblent leurs documents, sentant qu'ils ont poussé aussi loin qu'ils le pouvaient aujourd'hui. À la porte, Grant se retourne. Pense à ce que nous avons dit. Nous te contacterons. Après leur départ, Iris me guide vers le canapé du salon et disparaît dans la cuisine. Elle revient avec du thé et les tasses en porcelaine spéciale de l'oncle Ben, celles que nous n'utilisions que lorsque quelque chose d'important se produisait. Tu as tout entendu, je demande. Elle acquiesce. Monsieur Ben voyait ce jour arriver. Il s'y était préparé. Mon téléphone vibre sur la table basse. Le nom de Caleb s'affiche à l'écran. Stella ? Dit-il quand je réponds. Je suis en train de revoir certains dossiers. J'ai des choses à te montrer sur les tentatives précédentes de tes parents. Tu savais, je demande. Pas avant aujourd'hui. Ben gardait des dossiers séparés dont je n'étais pas au courant jusqu'à ce que je trouve la clé de son coffre-fort personnel. Il y a beaucoup de choses ici, des documents juridiques, des témoignages. Iris prend ma main libre. Nous affronterons cela ensemble, ma chère. En regardant la présence stable d'Iris et le nom de Caleb sur mon téléphone, je réalise quelque chose. Oncle Ben savait clairement. Je ne me bats pas seul ni sans préparation. J'ai une équipe, Iris avec sa connaissance de notre histoire familiale, Caleb avec sa stratégie juridique. Les fondations d'une campagne durable sont déjà en place. Oncle Ben ne m'a pas seulement laissé son argent. Il m'a laissé les outils pour le protéger. J'arrive au bureau de Caleb tôt lundi matin, mon portefeuille en cuir serré contre ma poitrine comme un bouclier. La table de conférence en acajou est couverte de piles bien ordonnées de chemises en manille, chacune étiquetée de l'écriture méticuleuse de l'oncle Ben. Caleb ajuste ses lunettes à monture métallique, la lumière du matin se reflétant sur les verres. Votre oncle était tout sauf négligent, dit-il en me faisant glisser un dossier. Ce sont des rapports de détectives privés datant de 2019 à 2023. Ben a engagé quelqu'un pour documenter chaque tentative de contact de vos parents. Mes doigts picotent alors que je parcours les pages, des photographies de Grant rôdant devant le magasin phare d'Arcadia, des transcriptions de messages vocaux laissés sur la ligne privée de Ben. Des demandes financières allant de 5 000 à 75 000 $ pour diverses urgences. Il y a plus, dit Caleb en ouvrant un autre dossier. Des enregistrements audio. Ben a installé un système spécial après les premières rencontres. Il tape sur le clavier de son ordinateur, et soudain la voix de Grant emplit la pièce, plus grave et plus rauque que dans mon souvenir, mais indubitablement la sienne. Écoute, Benjamin, nous savons tous les deux que tu as l'argent. Si tu n'aides pas ton propre frère, je causerai des problèmes à ta précieuse entreprise. La fille n'a pas besoin d'être au courant de cette conversation. Mon estomac se noue. Rejoue-le. Caleb obéit, et cette fois je me concentre sur les bruits de fond, des verres qui tintent, des conversations étouffées. On dirait la taverne de Charlie. Oncle Ben n'y allait jamais. Ils ont dû le suivre quelque part et le coincer. Un autre dossier révèle des lettres d'urgence médicale de ma mère, chacune plus désespérée que la précédente. Des factures d'hôpital pour des affections qui, selon les notes de Ben, ont été enquêtées et se sont avérées fausses. Ceci est la pièce la plus importante, dit Caleb, sa voix s'adoucissant alors qu'il place un document judiciaire devant moi. Une ordonnance restrictive accordée en 2021. Votre oncle a obtenu une protection légale contre le harcèlement. Mes yeux parcourent le document, absorbant l'évaluation du juge sur un schéma répété de tentatives d'exploitation financière et de manipulation émotionnelle délibérée. Le moment, dis-je,
la prise de conscience me submergeant. Il surveillait les avis de décès, n'est-ce pas? Il savait exactement quand frapper. Caleb acquiesce. Ben soupçonné qu'il le ferait. C'est pourquoi il a tout documenté, pour que vous ayez des munitions lorsqu'il apparaîtrait inévitablement. Pour la première fois depuis ce jour terrible dans ce même bureau, je ressens autre chose que de la peur et du choc. Du pouvoir. Un vrai pouvoir basé sur des preuves, pas seulement sur une émotion blessée. Oncle Ben ne m'avait pas seulement laissé sa fortune. Il m'avait laissé une protection. Je veux les rencontrer, dis-je, ma voix plus stable qu'elle ne l'a été depuis des jours. Mais pas ici. Au magasin. Êtes-vous certaine que c'est judicieux, demande Caleb, l'inquiétude évidente dans la légère inclinaison de sa tête. Ils ne feront pas de scène en public, j'explique, attrapant déjà mon téléphone, et je veux des témoins. 2 heures plus tard, je me tiens au centre de la salle d'exposition principale d'Arcadia Home & Living, entouré de présentations de meubles soigneusement agencés que l'oncle Ben a passé des décennies à perfectionner, des tables de salle à manger en chêne poli, des canapés sectionnels moelleux au ton chaud de la terre, des ensembles de chambres à coucher fabriqués à la main pour durer des générations. Quand Grant et Nadine entrent par les portes d'entrée, plusieurs clients se tournent pour regarder. Mes parents sont bien habillés, comme toujours, Grant dans un costume anthracite qui ne peut tout à fait cacher sa taille qui s'épaissit, Nadine dans une robe de couleur crème qui la fait paraître plus jeune que son âge. J'attends qu'ils s'approchent, me positionnant délibérément à côté d'un bureau antique que Ben a restauré lui-même. Mes doigts reposent légèrement sur sa surface, puisant de la force dans cette connexion. Merci d'être venu, dis-je, ma voix portant juste assez pour être entendue par les clients proches sans paraître agressive. J'ai trouvé les dossiers de l'oncle Ben sur vous. Tous. La démarche assurée de Grant vacille presque imperceptiblement. Une lueur de quelque chose d'inquiétude, de colère traverse ses traits avant que son sourire de vendeur ne revienne. Stella, ma chérie, je ne suis pas sûr de ce que tu penses avoir trouvé, mais... Les ordonnances judiciaires, j'interromps, regardant ses yeux s'écarquiller légèrement. L'ordonnance restrictive de 2021, le harcèlement documenté, les fausses urgences médicales. Nadine s'avance, son parfum un nuage de distractions coûteuses. C'était des temps désespérés, nous avons changé, tu ne peux absolument pas comprendre ce que nous traversions. Je comprends parfaitement, dis-je en sortant un document photocopié de mon portefeuille. J'ai trouvé le talon de chèque. 13 500 $. C'est ce que vous avez pris pour renoncer à vos droits sur moi. La couleur quitte le visage de Nadine. Un couple d'âge moyen qui parcourait les environs arrête de faire semblant de ne pas écouter. Tu ne comprends pas le contexte, dit Grant, sa voix baissant jusqu'à un murmure urgent. Nous avions des dettes, des gens nous menaçaient. Et je valais 13 000 $. Je garde une voix neutre, professionnelle. C'est une négociation commerciale maintenant, pas une réunion de famille. C'est le prix que vous avez mis sur votre fille il y a des années. Pour la première fois, je vois quelque chose d'authentique dans les yeux de ma mère, de la honte, peut-être, ou du regret. La mâchoire de Grant se crispe alors qu'il regarde autour de lui, remarquant les employés du magasin qui se sont stratégiquement positionnés à portée de voix. Nous devrions discuter de cela en privé, insiste-t-il en me prenant le bras. Je recule. Il n'y a rien à discuter. Les archives judiciaires sont claires. Vous n'avez aucune revendication légale sur moi ou sur quoi que ce soit que l'oncle Ben m'a laissé. Nous sommes toujours tes parents, dit Nadine, la voix légèrement brisée. La biologie ne fait pas la famille, je réponds. Oncle Ben me l'a appris. Le visage de Grant se durcit. Ce n'est pas fini, Stella. En fait, si. Pour aujourd'hui. Je fais un geste vers la sortie. S'il vous plaît, ne revenez pas dans ce magasin. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ils hésitent, clairement non préparés à ce niveau de résistance. Grant a l'air de vouloir argumenter davantage, mais le cadre public l'a privé de ses avantages. Avec un dernier regard furieux, il prend le coude de Nadine et la dirige vers la porte. Je reste debout, le dos droit et immobile, jusqu'à ce que les portes vitrées se ferment derrière eux. Ce n'est qu'alors que je laisse mes mains trembler légèrement, la montée d'adrénaline commençant à s'estomper. Sarah, notre directrice de magasin, s'approche avec un sourire approbateur. Votre oncle disait toujours que vous étiez plus forte que vous ne le saviez. D'autres employés s'approchent, offrant des commentaires de soutien et des regards impressionnés. Le couple d'âge moyen qui a été témoin de la confrontation s'arrête pour me serrer la main.
Il a fallu du courage, dit la femme. Ben aurait été fier. Dehors, sur le parking, je trouve Iris qui attend à côté de sa modeste berline bleue, ses yeux scrutant mon visage avec anxiété. Ils sont partis, je l'assure en m'approchant. Pour l'instant, du moins. Son sourire s'épanouit lentement, réchauffant tout son visage. Il serait si fier, mademoiselle Stella. Tellement fier. Mon téléphone vibre avec un texto de Caleb. Les archives judiciaires sont en béton. Tu as bien agi aujourd'hui. Debout sous le soleil de l'après-midi, entouré de l'entreprise que l'oncle Ben a bâtie et des gens qui se soucient vraiment de moi, je ressens un étrange mélange de triomphe et de prudence. Cette victoire, aussi satisfaisante soit-elle, semble incomplète. Les derniers mots de Grant résonnent dans mon esprit. Ce n'est pas fini. Je sais mieux que de sous-estimer leur désespoir. Ils ont eu des années pour planifier cette approche, attendant le moment parfait de vulnérabilité. Aujourd'hui, j'ai repoussé efficacement, mais leur retraite semble trop facile, trop temporaire. La question maintenant est de savoir si je dois presser mon avantage immédiatement ou me préparer plus minutieusement pour ce qui semble être une bataille plus grande et inévitable. Oncle Ben prêchait toujours la patience dans les négociations commerciales. Celui qui se précipite révèle sa faiblesse, disait-il. Alors qu'Iris nous ramène à la maison, je regarde par la fenêtre les rues familières de la ville que l'oncle Ben aimait. Le premier vrai sentiment de contrôle depuis sa mort s'installe en moi, n'effaçant pas mon chagrin mais le rendant en quelque sorte plus supportable. Iris, dis-je doucement, je pense que nous devons nous préparer à quelque chose de plus grand. Elle acquiesce, comprenant sans explication. Les dossiers de Monsieur Ben pourraient contenir plus que ce que nous n'avons pas encore trouvé. La partie d'échecs ne fait que commencer. J'ai gagné le premier échange, mais le véritable test est encore à venir. J'étale les documents de l'oncle Ben sur la table de conférence de Caleb, les organisant en rangées bien nettes. 3 jours se sont écoulés depuis que j'ai confronté mes parents au magasin. 3 jours de calcul froid, remplaçant le triomphe brut que j'ai ressenti en les regardant battre en retraite par ces portes automatiques. Voici toutes les contestations juridiques qu'il pourrait tenter, dit Caleb en me faisant glisser un dossier. Ses lunettes à monture métallique captent la lumière du matin alors qu'il se penche en avant. Votre oncle a anticipé la plupart d'entre elles. J'acquiesce, étudiant les papiers avec la même intensité que j'apporte au bilan de profit trimestriel. La victoire au magasin a satisfait quelque chose de primal en moi, mais l'oncle Ben m'a appris mieux. Il me le répétait sans cesse lors de nos déjeuners d'affaires du dimanche. Stella, ne confonds jamais une bataille avec la guerre. Ils essaieront d'invoquer une influence indue, dis-je en tapotant un document décrivant l'état mental de Ben au cours de sa dernière année. Qu'il n'était pas compétent lorsqu'il m'a désigné comme son héritière. Caleb sourit faiblement. Et nous avons 6 mois d'évaluation médicale prouvant le contraire. J'ai transformé sa salle de conférence en un centre de commandement. Des documents sont étalés systématiquement sur la surface polie. Des blocs-notes jaunes remplis de mes notes flanquent les 2 côtés. Des tasses de café se dressent comme des sentinelles à des intervalles stratégiques. Ce n'est plus émotionnel, c'est une affaire. Oncle Ben n'agissait jamais sans information complète, je murmure, plus pour moi-même que pour Caleb. Je ne le ferai pas non plus. Mon téléphone vibre avec un texto d'Iris. Mademoiselle Stella, ils sont de nouveau passés devant la maison. 3e fois aujourd'hui. Quelque chose de froid s'installe dans mon estomac. Le triomphe de notre confrontation au magasin semble maintenant lointain, remplacé par une préparation méthodique. Mes parents ne sont pas seulement désespérés, ils sont déterminés. Nous devons tout documenter, dis-je à Caleb en lui montrant le texto. Chaque passage en voiture, chaque tentative de contact, chaque personne à qui il parle de moi ou de l'entreprise. Caleb prend son bloc-notes juridique. Je vais rédiger une mise en demeure. Cela ne les arrêtera pas, mais cela établira un schéma de harcèlement si nous en avons besoin plus tard. Je me tourne vers les journaux d'affaires de Ben, étudiant son approche de la concurrence hostile. Il a fait face à 3 tentatives de rachat au cours de sa carrière, naviguant chacune avec la même main ferme qu'il utilisait pour me tresser les cheveux cette première nuit après le départ de mes parents. Sa stratégie n'était jamais basée sur l'émotion, mais sur la préparation. Ils essaieront de trouver des faiblesses dans l'entreprise, dis-je en feuilletant les documents de constitution. Des points où ils pourraient prétendre à une mauvaise gestion ou à une irrégularité financière. C'est pourquoi nous menons un audit complet, répond Caleb. Déjà en cours.
Le sentiment de vide qui me tourmentait depuis la mort de l'oncle Ben s'est transformé en quelque chose de plus dur, de plus concentré. Il ne s'agit plus seulement de protéger mon héritage, il s'agit d'honorer la manière méthodique dont Ben m'a protégé pendant 16 ans. Plus tard dans l'après-midi, Iris arrive avec son propre dossier. Elle le pose sur la table avec une précision soignée, ses doigts s'attardant sur les bords. J'ai gardé une trace des choses, dit-elle doucement. Des appels téléphoniques pendant la maladie de Monsieur Ben, des visiteurs qui sont passés mais ne sont jamais entrés. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. J'ouvre le dossier pour trouver des notes méticuleuses dans l'écriture soignée d'Iris, date, heure, description de voitures qui passaient lentement devant la maison pendant les derniers mois de Ben. Il le regardait mourir, je murmure, la prise de conscience me frappant comme un coup physique. Iris acquiesce, son expression inchangée mais ses yeux se durcissant légèrement. Je le crois, mademoiselle Stella. Je prends mon téléphone, appelant Sarah au magasin principal. Sarah, j'ai besoin que tu documentes si mes parents viennent poser des questions, sur quoi que ce soit, inventaire, personnel, finances. Et demande aux autres directeurs de faire de même. C'est déjà en cours, répond Sarah. Votre père était là hier, posant des questions sur notre chaîne d'approvisionnement. Il a dit qu'il était juste curieux de l'entreprise familiale. Un frisson me parcourt. Ils sont plus minutieux que je ne le pensais. Merci, lui dis-je. Documente tout, mais n'engage pas la conversation au-delà de la courtoisie de base. Le soir, nous avons établi un réseau de surveillance directeurs de magasins, personnel d'entrepôt, même les chauffeurs-livreurs tous alertent aux questions indiscrètes de mes parents. Non pas pour les confronter, juste pour les suivre. Pour construire notre dossier sans révéler notre jeu. Je suis en train d'examiner les images de sécurité de l'entrepôt lorsque le téléphone de Caleb sonne. Son expression s'assombrit au fur et à mesure de la conversation. Ils ont engagé Martin Keane, dit-il après avoir raccroché, le nom ayant du poids. Mon estomac se serre. L'avocat qui a poursuivi l'entreprise de l'oncle Ben en 2018. Caleb acquiesce sombrement. Le même. Il connaît toutes les vulnérabilités de la structure juridique de l'entreprise. Vos parents ont fait leur devoir, Stella. Je me penche en arrière dans mon fauteuil, traitant cette nouvelle menace. Ce ne sont pas seulement des joueurs désespérés qui s'accrochent à des pailles, ce sont des adversaires stratégiques qui connaissent nos faiblesses. Ils sont plus intelligents que je ne le pensais, dis-je doucement. Caleb rassemble les documents en une pile bien nette. L'intelligence sans intégrité est toujours vaincue. J'acquiesce, me retournant vers les journaux d'affaires de l'oncle Ben. Ma victoire précoce au magasin semble maintenant creuse, une escarmouche mineure avant la vraie bataille. Mais l'oncle Ben s'est préparé à ce moment pendant 16 ans. Et maintenant, je le ferai aussi. J'ajuste mes lunettes de lecture, plissant les yeux devant les documents étalés sur la table de conférence de Caleb. 4 jours de planification stratégique ont transformé cet espace autrefois formel en quelque chose ressemblant à une salle de guerre. Des blocs-notes jaunes remplis de notes côtoient des dossiers à code couleur. Un tableau blanc monté sur le mur affiche une chronologie des tentatives précédentes de mes parents pour contacter l'oncle Ben, chaque incident méticuleusement documenté avec des dates et des résultats. La clause de non-contestation est en béton, dit Caleb en me faisant glisser un autre document. Ses cheveux argentés captent la lumière de l'après-midi qui filtre à travers les stores vénitiens. Quiconque conteste le testament perd automatiquement tout héritage potentiel. Votre oncle a été explicite à ce sujet. J'acquiesce, traçant du doigt le paragraphe en question. Le langage ressemble à celui de l'oncle Ben, précis, réfléchi, ne laissant rien au hasard. Et la fiducie contentieuse. Entièrement financée et opérationnelle. Caleb enlève ses lunettes, les polissant avec un mouchoir. Ben l'a établi avec suffisamment de capital pour mener une bataille juridique de 5 ans si nécessaire. Mon estomac se serre à cette pensée, pas de la peur exactement, mais le poids de l'enjeu. Je pense à l'oncle Ben, à la manière dont il aborderait cela, méthodique, minutieux, ne laissant rien au hasard. Il ne s'agit pas d'une victoire rapide comme la confrontation au magasin. Il s'agit de sécuriser tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il m'a confié. Mademoiselle Stella ? Iris apparaît dans l'embrasure de la porte, un portefeuille en cuir serré contre sa poitrine. Ses cheveux argentés sont ramenés en son chignon habituel, pas un cheveu ne dépasse malgré l'intensité de nos préparatifs. J'ai recueilli les déclarations de tous les soignants de Monsieur Ben pendant sa maladie. Chaque infirmière,
médecin et thérapeute a confirmé sa clarté mentale jusqu'à la fin. Merci, Iris. Je prends le portefeuille, l'ajoutant à notre arsenal croissant de documentation. Des nouvelles des directeurs de magasins. Tous les dossiers financiers sont sécurisés, comme vous l'avez demandé. Monsieur Johnson a appelé pour confirmer que les rapports de stabilité de l'entreprise sont prêts dès que vous en aurez besoin. J'expire lentement, cochant mentalement un autre élément de notre liste. Nous ne gagnons encore rien, nous positionnons simplement nos pièces sur l'échiquier avec une précision soignée. La confrontation au magasin était satisfaisante mais finalement juste une escarmouche. Ce à quoi nous nous préparons maintenant, c'est la guerre. Nous abordons cela exactement comme Ben l'aurait voulu, remarque Caleb, sa voix empreinte d'une pointe d'approbation, en construisant une défense complète avant qu'ils ne puissent monter leur prochaine attaque. Iris reste près de la porte, ses doigts tripotant le bord de son cardigan, une habitude nerveuse que j'ai rarement vue chez elle. Quelque chose la dérange. Iris ? Qu'y a-t-il ? Elle hésite, puis entre complètement dans la pièce. Je relisais le testament de Monsieur Ben, et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Sa voix baisse légèrement. Il m'a nommé exécutrice testamentaire subsidiaire, au cas où quelque chose vous arriverait. La révélation me frappe avec une force inattendue. Non pas parce que c'est surprenant, la confiance de l'oncle Ben en Iris est tout à fait logique, mais à cause de ce que cela signifie maintenant. Si mes parents me ciblent, moi et mon héritage, ils pourraient aussi cibler Iris. Caleb, est-ce que cela met Iris en danger ? Ma voix s'aiguise d'inquiétude. L'avocat fronce les sourcils pensivement. C'est possible. S'ils font des recherches approfondies sur la planification successorale de Ben, ils découvriront son rôle. Ils pourraient essayer de la discréditer, ou de prétendre qu'elle a influencé les décisions de Ben. Un sentiment de froid se propage dans ma poitrine. Il ne s'agit plus seulement de mon héritage. Il s'agit de protéger quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui a été plus une mère pour moi que Nadine ne l'a jamais été. Nous devons élargir notre stratégie, dis-je, me levant et faisant les 100 pas dans la salle de conférence. Non seulement protéger la succession, mais aussi protéger Iris. Je ne veux pas être un problème supplémentaire, mademoiselle Stella, proteste doucement Iris. Tu n'es pas un problème, je réponds fermement. Tu es de la famille, et nous protégeons la famille. Les mots sortent avec une conviction qui me surprend même moi. Il y a 7 jours, j'étais un tas de nerfs tremblants dans cette même pièce. Maintenant, je me tiens droite, pensant aux autres au-delà de moi-même. Oncle Ben serait fier de cette croissance, je pense. Mes sources me disent que vos parents ont posé des questions sur toutes les relations de Ben, intervient Caleb en consultant son téléphone, y compris ses employés de longue date. Mon esprit s'emballe avec cette nouvelle information. Dois-je tout dire à Iris sur le danger potentiel, ajoutant à ses inquiétudes ? Ou dois-je la protéger en gérant cela moi-même ? Le dilemme me tord l'estomac. Un autre test de mon leadership en évolution. Pendant les 2 heures suivantes, nous adaptons notre travail de préparation, élargissant les mesures de protection pour couvrir également Iris. Caleb rédige des affidavits d'anciens employés témoignant de la relation professionnelle d'Iris avec l'oncle Ben. Je sors les évaluations des employés montrant sa performance constante sur 16 ans. Chaque document devient une autre brique dans le mur que nous construisons, non seulement autour de moi, mais autour de tous ceux que j'aime. Le soir, la table de la salle de conférence contient l'ensemble de notre stratégie défensive. Dossier financier, déclaration de témoins, précédents juridiques, documentation historique, tout est organisé et prêt. Caleb passe en revue la liste de contrôle final, puis lève les yeux avec une confiance tranquille. Nous sommes aussi prêts que possible. Il est temps. Je jette un coup d'œil à Iris, qui se tient près de la fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de Seattle dans des tons d'orange et d'or. Elle se tourne, croisant mon regard avec des yeux stables qui ont été témoins de 16 ans d'histoire familiale. Le plan de Monsieur Ben est solide, dit-elle doucement. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. En regardant la documentation assemblée, la manifestation physique de la prévoyance de l'oncle Ben et de notre préparation minutieuse, je sens un calme étrange s'installer en moi. La femme effrayée qui était assise dans cette pièce il y a une semaine s'est transformée en quelqu'un de stratégique, de préparé, prêt à protéger ce qui compte. Demain apportera la confrontation que nous avons préparée. Mais ce soir, entouré des fruits de notre préparation, je sais que nous sommes prêts à tout ce que mes parents nous lanceront ensuite. La lettre recommandée arrive le mercredi matin de la semaine suivante,
son cachet officiel brillant sur le comptoir de la cuisine où Iris l'a posé. Mes doigts tremblent légèrement alors que je glisse mon pouce sous le rabat, déchirant le papier avec un son qui semble anormalement fort dans la cuisine silencieuse. Assignation au tribunal, j'annonce, ma voix plus stable que je ne le ressens. Il conteste le testament. La cuillère d'Iris cliquette contre sa tasse de café. Après tout ça, je parcours le langage juridique dense, mon estomac se nouant à chaque paragraphe. Il invoque une influence indue. Que l'oncle Ben n'était pas sain d'esprit quand il a changé son testament. Les mots ont un goût d'acide sur ma langue. Et ils ont demandé une injonction temporaire pour geler tous les actifs, y compris l'entreprise, en attendant l'issue de l'affaire. Les papiers tremblent dans mes mains. Il ne s'agit plus seulement de l'argent. Ils essaient de tout prendre. La maison. L'entreprise. L'héritage de l'oncle Ben. Toute ma vie. Qui les représente, demande Iris, se déplaçant pour lire par-dessus mon épaule. Martin Keane. Le nom est amer dans ma bouche. Le vieil adversaire juridique de l'oncle Ben. L'avocat qui a tenté de poursuivre Arcadia il y a 3 ans pour un litige de contrat de fournisseur. Pas une coïncidence. Le téléphone sonne, et le nom de Caleb s'affiche à l'écran. Il est déjà au courant. Il prépare ça depuis des semaines, dit-il sans préambule. Ils l'ont déposé stratégiquement devant la juge Harmon. Elle est connue pour être prudente avec les transferts de succession. Quelles sont nos chances, je demande, faisant les 100 pas dans la cuisine. Meilleures que les leurs, mais ça va être sale. Ils ont fait leur devoir, Stella. L'audience d'urgence est fixée à vendredi matin. Vendredi. Moins de 48 heures pour préparer notre défense. La pièce bascule légèrement, et je m'agrippe au bord du comptoir. Ils ne peuvent pas gagner, je murmure. Non, mais ils peuvent faire traîner ça pendant des mois, la voix de Caleb se durcit, pendant lesquels les opérations de l'entreprise pourraient être sévèrement restreintes. C'est sur quoi il compte, que tu acceptes un règlement, plutôt que de risquer la stabilité d'Arcadia. Après avoir raccroché, je regarde par la fenêtre de la cuisine le jardin que l'oncle Ben entretenait avec amour chaque printemps. Les azalées qu'il a plantés l'année où j'ai obtenu mon diplôme universitaire commencent tout juste à fleurir. Leur rose vif, une moquerie de la froideur qui se propage dans ma poitrine. Il nous observait, dis-je à Iris, attendant le moment parfait. La sonnette interrompt mes pensées. À travers les vitres latérales, j'aperçois une camionnette de presse familière garée au bord du trottoir. Une journaliste se tient sur mon porche, microphone à la main. Un timing parfait. J'ouvre la porte avant qu'elle ne puisse sonner à nouveau. Mademoiselle Thomas. Son sourire est professionnel, étudié. Catherine Ward, Kiro News. Nous faisons un reportage sur le litige de la succession Thomas. Pourriez-vous commenter les préoccupations de vos parents quant à votre capacité à gérer une entreprise aussi importante en cette période de deuil? Mon estomac se serre. Ils ont rendu l'affaire publique. Pas de commentaires, dis-je en fermant fermement la porte. Mon téléphone vibre avec un texto de Sarah du magasin de Bellevue. Des journalistes ici posent des questions aux employés sur vous. Que devons-nous dire? Un autre texto arrive de notre directeur des opérations. 2 clients ont annulé de grosses commandes ce matin, disant qu'ils avaient entendu dire qu'Arcadia pourrait changer de propriétaire. Je presse mon front contre le bois frais de la porte. Grant et Nadine ne se battent pas seulement pour des actifs, ils sapent stratégiquement la confiance des clients. Créant le doute sur la stabilité d'Arcadia sous ma direction. Ils ont lancé une campagne de relations publiques, dis-je à Iris en lui montrant les messages. Ils se positionnent comme des parents inquiets, soucieux d'une fille en deuil prenant des décisions hâtives. C'est méprisable, murmure Iris, son visage habituellement doux se durcissant. C'est calculé, je réponds en me dirigeant vers le bureau de l'oncle Ben. Et ça marche. Les gens commencent à se poser des questions. Je passe les 4 heures suivantes au téléphone avec Caleb, mettant en œuvre nos contre-mesures. Son assistant juridique livre un épais dossier de documents, les papiers d'adoption que l'oncle Ben avait préparés il y a des années mais jamais déposés, les archives judiciaires du harcèlement de mes parents, les rapports de détectives privés documentant leurs problèmes financiers. Le soir, ma salle à manger ressemble à une salle de guerre. Des mémoires juridiques couvrent chaque surface. Les directeurs de magasins nous ont rejoints, armés de rapports de vente et de témoignages d'employés sur la confiance inébranlable de l'oncle Ben en mes capacités de direction. Ils sont bons,
admet Caleb en examinant le dossier de Grant et Nadine. Ils ont fait attention à ne pas paraître ouvertement cupides. Au lieu de cela, ils expriment leur inquiétude quant à la préservation de l'héritage de Benjamin. C'est manipulateur mais efficace. Certains des voisins se demandent même s'ils n'ont pas un peu raison, ajoute doucement Iris. Margaret Wilson m'a demandé aujourd'hui si vous étiez vraiment prête à assumer une telle responsabilité. La trahison me pique. Margaret me connaît depuis que j'ai 10 ans. Nous devons être plus intelligents, dis-je en rassemblant tout le monde autour de la table. Il prépare cela depuis des mois, peut-être des années. Nous avons 41 heures avant cette audience. Je distribue les tâches avec un calme qui me surprend même moi. Sarah coordonnera les témoignages des employés. L'équipe de Caleb préparera des pièces à conviction démontrant l'intention constante de l'oncle Ben de me laisser l'entreprise. Iris contactera les médecins de Ben pour témoigner de sa clarté mentale jusqu'à la fin. Et vous, demande Caleb. Je vais étudier chaque affaire que Martin qui n'a jamais plaidé, je réponds, et me préparer au contre-interrogatoire. Ils essaieront de me dépeindre comme émotionnellement instable et financièrement inexpérimenté. Alors que minuit approche, seule Iris reste, organisant les déclarations de témoins dans des dossiers à code couleur. Vous devez dormir, dit-elle doucement. Toi aussi, je réponds. Mais aucune de nous ne bouge. L'enjeu est trop élevé. Penses-tu que nous pouvons gagner? Je pose enfin la question qui me hante. Iris lève les yeux, son regard féroce malgré sa fatigue. Ils ont peut-être préparé cela pendant des années, mais Ben se préparait à cette possibilité depuis plus longtemps. Ils savaient exactement qui ils étaient et ce qu'ils pourraient essayer. Elle pose sa main sur la mienne. Vendredi, nous leur montrerons ce qu'est une vraie famille. Mon téléphone sonne à nouveau, le numéro de Caleb. La juge a avancé l'audience, dit-il sans saluer. Demain matin, 8 heures. Martin a demandé une considération d'urgence, prétextant que des affaires urgentes nécessitent une résolution immédiate. Mon cœur bat la chamade. Peut-elle faire ça? Elle le peut, et elle l'a fait. Nous avons moins de 12 heures, Stella. Je raccroche et croise le regard inquiet d'Iris. Demain matin, lui dis-je. Ils ont avancé le calendrier. Ils essaient de nous prendre au dépourvu, dit-elle, rassemblant déjà les documents les plus critiques. Je sais. Je redresse les épaules, sentant quelque chose se durcir en moi. Pas de la panique, de la détermination. Appelle tout le monde. Dis-leur d'apporter tout ce qu'ils ont, fini ou non. Nous travaillerons toute la nuit. Pendant qu'Iris passe des appels, je me rends dans le bureau de l'oncle Ben et me tiens devant son portrait. Ses yeux bienveillants semblent me transpercer. Je ne les laisserai pas prendre ce que tu as bâti, je murmure. Je le promets. L'horloge de grand-père dans le couloir sonne une fois, marquant la première heure de ce qui sera la plus longue nuit de ma vie. Au lever du soleil, soit je serai prête à me battre pour tout ce que l'oncle Ben m'a confié, soit je l'aurai complètement déçu. Il n'y a plus de juste milieu. Demain, soit je garde tout, soit je perds tout. Je suis assise, rigide, sur le banc de chêne dur du tribunal, mon blazer noir boutonné serré comme une armure. L'horloge sur le mur lambrissé indique 9h03. À côté de moi, Iris tripote son mouchoir, le coin brodé frottant rythmiquement entre ses doigts. Caleb arrange les papiers avec une précision chirurgicale sur la table devant nous. De l'autre côté de l'allée, mes parents sont assis avec leur avocat, Martin Keane. L'homme qui a autrefois poursuivi l'entreprise de l'oncle Ben représente maintenant les personnes qui m'ont abandonné. Grant porte un costume anthracite qui crie le luxe. Nadine a opté pour une robe bleu marine conservatrice, ses cheveux relevés en un chignon maternel qui me retourne l'estomac. Ils se sont positionnés comme des parents inquiets, pas comme des opportunistes avides. La voix de l'huissier perce les murmures. Tout debout. L'honorable juge Eleanor Richardson préside. La juge entre, ses cheveux argentés sévèrement tirés en arrière, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Ses yeux parcourent la salle d'audience avec une neutralité exercée alors qu'elle prend place. Asseyez-vous. Nous sommes ici pour une procédure d'urgence concernant la succession contestée de Benjamin Thomas. Elle jette un coup d'œil au dossier devant elle. Je comprends qu'il s'agit d'une affaire urgente. Maître Keane, vous pouvez présenter votre cas. Martin Keane se lève, boutonnant sa veste de costume. Son sourire confiant me rappelle un animateur de jeux télévisés, poli et étudié. Merci, votre honneur.
Nous nous présentons aujourd'hui devant vous pour représenter Grant et Nadine Thomas, l'oncle et la tante de Stella Thomas, qui ont de sérieuses inquiétudes quant à la disposition de la succession de Benjamin Thomas. Oncle et tante. La terminologie délibérée fait que mes doigts se serrent en poing sous la table. Caleb le remarque et fait un signe de tête presque imperceptible. Reste calme. Laisse-les abattre leurs cartes en premier. La mort de Benjamin Thomas a été soudaine et inattendue, poursuit Keane. Il souffrait d'hypertension et avait subi plusieurs événements cardiaques mineurs dans les mois précédant son décès. Pendant cette période de vulnérabilité, sa nièce, Mademoiselle Thomas, qui vivait avec lui et dépendait de lui financièrement, était en position d'exercer une influence indue. L'accusation flotte dans l'air. Mon cœur bat contre mes côtes, mais je garde un visage neutre, comme Caleb et moi l'avons répété. Nous avons un précédent documenté dans l'affaire Carmichael contre Westbrook où une relation de soignant a été jugée créer une présomption d'influence indue. Keane présente une pile de jurisprudence au greffier. Nous pensons que des circonstances similaires existent ici et demandons une mesure injonctive temporaire, gelant les actifs de la succession jusqu'à ce qu'une audience complète puisse déterminer si Benjamin Thomas était sain d'esprit et libre de toute contrainte lorsqu'il a fait de Mademoiselle Thomas son unique bénéficiaire. Mon père se penche en avant, son visage un masque parfait d'inquiétude. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour notre nièce et pour l'héritage de mon frère, dit-il à la juge. Benjamin a bâti cette entreprise à partir de rien. S'il ne pensait pas clairement à la fin, des décisions ont pu être prises qu'il n'aurait pas voulu. La juge se tourne vers Caleb. Maître Whittaker, votre réponse? Caleb se lève lentement, délibérément. Oncle Ben disait toujours que Caleb avait un sens du timing au tribunal digne d'un acteur de Broadway. Votre honneur, ce que nous avons devant nous aujourd'hui n'est pas un cas d'influence indue. Ce que nous avons, c'est une tentative calculée de harcèlement déguisé en préoccupation familiale. Il soulève un épais classeur de notre table. Je suis l'avocat et l'ami de Benjamin Thomas depuis 30 ans. J'ai rédigé son testament, qui est resté substantiellement inchangé depuis que Stella Thomas a 12 ans, 2 ans après que ses parents l'ont abandonné. Le mot « abandonné » résonne comme un coup de tonnerre. Plusieurs têtes dans la galerie se tournent vers mes parents. J'ai ici des documents notariés attestant que Grant et Nadine Thomas ont légalement renoncé à leurs droits parentaux au profit de Benjamin pour la somme de 13 500 $ en 2009. Caleb fait glisser les papiers vers la juge. Ils n'ont eu aucun contact significatif avec leur fille jusqu'à 3 jours après la mort de Benjamin, lorsqu'ils sont soudainement apparus à la lecture de son testament. Les sourcils de la juge se haussent alors qu'elle examine le document. Maître Keane, étiez-vous au courant de cette renonciation légale aux droits parentaux? Le sourire confiant de Martin Keane vacille pour la première fois. Votre honneur, mes clients ont librement admis avoir fait des erreurs dans le passé. Les gens changent. Leur préoccupation actuelle est sincère. Votre honneur, continue Caleb, j'ai également des archives judiciaires montrant que Benjamin Thomas a dû demander une protection contre Grant et Nadine lorsqu'ils ont tenté à plusieurs reprises de lui extorquer de l'argent entre 2019 et 2023. Il produit un autre dossier. Celle-ci inclut des transcriptions d'appels téléphoniques menaçants où Grant Thomas a spécifiquement mentionné qu'il causerait des problèmes à Arcadia Home Living si ses demandes financières n'étaient pas satisfaites. Il y a également l'ordonnance restrictive accordée en 2021. La galerie se met à chuchoter. La juge Richardson frappe une fois de son marteau, faisant taire la salle. De plus, dit Caleb, j'ai un enregistrement audio que j'aimerais que la cour entende. Il fait un signe de tête au greffier, qui installe un petit haut-parleur. La voix de Grant emplit la salle d'audience, métallique mais indubitable. Ben, tu as 15 millions de dollars bloqués dans cette entreprise. C'est quoi 50 000 $ pour toi? Si tu n'aides pas ton propre frère, je devrais envisager d'autres options. Stella se débrouille bien dans l'entreprise, n'est-ce pas? Ce serait dommage que quelque chose vienne perturber ça. 5 portes. Le visage de Nadine a pâli. Grant regarde droit devant lui, la mâchoire serrée. Cet enregistrement a été fait il y a 14 mois, explique Caleb, alors que Benjamin était en parfaite santé, bien avant tout problème cardiaque. Benjamin a documenté chaque tentative de contact spécifiquement parce qu'il craignait que ce jour n'arrive. La juge se tourne vers Iris. Mademoiselle Pruitt, vous avez été la gouvernante de Monsieur Thomas pendant 16 ans, n'est-ce pas? Iris se lève, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. Oui, votre honneur. Je me suis occupé de la maison de Monsieur Ben et j'ai aidé à élever Stella après le départ de ses parents. Et selon votre observation,
quel était l'état mental de Monsieur Thomas dans ces derniers mois. Clair comme de l'eau de roche jusqu'à la fin, votre honneur. Il dirigeait cette entreprise tous les jours, examinait les finances tous les vendredis avec Stella, et pouvait vous donner les chiffres d'inventaire de mémoire. Il planifiait la collection de printemps la veille de son décès. Et sa relation avec sa nièce? Les yeux d'Iris s'adoucissent. Monsieur Ben aimait cette fille comme sa propre fille. Il était si fier de la façon dont elle a grandi, de la façon dont elle s'est adaptée à l'entreprise, il disait qu'elle avait de meilleurs instincts que lui. Ils dînaient ensemble tous les dimanches sans faute, même lorsque l'entreprise était très occupée. Ensuite, 3 directeurs de magasins témoignent de l'acuité mentale de Ben et de ses fréquentes expressions de fierté concernant mes contributions à l'entreprise. Sarah du magasin phare décrit comment Ben disait aux clients « Ma nièce a choisi cette ligne elle-même. Elle a l'œil pour ce que les gens veulent vraiment dans leur maison. » Pendant tout ce temps, mes parents conservent leur façade composée, bien que je remarque que les jointures de Nadine blanchissent alors qu'elle serre son sac à main. Grande chuchote avec urgence à Martin Keane, qui semble de plus en plus mal à l'aise. Lorsque tous les témoignages sont terminés, la juge Richardson enlève ses lunettes et observe la salle d'audience. J'en ai assez vu pour prendre une décision concernant la requête d'urgence. La demande de mesure injonctive est rejetée. Elle tourne son regard pénétrant vers mes parents. De plus, je trouve le moment et la nature de cette requête très suspect. Le testament contient une clause de non-contestation, qui est exécutoire en vertu de la loi de l'État. En intentant cette action, les requérants ont déclenché cette clause et ont perdu toute réclamation potentielle qu'ils auraient pu avoir. Le soulagement m'inonde comme de l'eau chaude. Iris me serre la main si fort que ça fait presque mal. De plus, continue la juge, j'ordonne aux requérants de payer tous les frais de justice associés à cette audience d'urgence. Elle regarde par-dessus ses lunettes directement mes parents. Monsieur et Madame Thomas, ce tribunal ne sera pas utilisé comme un outil de harcèlement ou de tentative d'extorsion. Sur la base de la documentation présentée aujourd'hui, j'émets une ordonnance restrictive, vous interdisant de vous approcher à moins de 1000 pieds de Stella Thomas, de sa résidence ou de toute propriété d'Arcadia Home and Living. Le sang-froid de Grant finit par craquer. Son visage rougit, une veine palpitant à sa tempe. C'est scandaleux. Commence-t-il, mais Martin Keane pose une main restrictive sur son bras. Tout contact ultérieur en violation de cette ordonnance entraînera des poursuites pour outrage au tribunal, prévient la juge Richardson. L'affaire est classée. Le marteau frappe avec finalité. Les gens se lèvent autour de nous. Plusieurs observateurs du tribunal hochent la tête en signe d'approbation dans ma direction. Le shérif adjoint s'approche de mes parents avec les papiers de l'ordonnance restrictive. Les épaules de Grant s'affaissent alors qu'il signe. Sa confiance antérieure s'est évaporée. C'est fini, dit Caleb doucement. Ils n'ont plus aucun recours légal. Iris tamponne ses yeux avec son mouchoir. Il veille sur toi, ma chère. Monsieur Ben a tout prévu. Je regarde mes parents rassembler leurs affaires, vaincus. Nadine jette un regard en arrière une fois, son expression illisible, avant qu'ils ne disparaissent par les portes de la salle d'audience. 16 ans de documentation viennent de payer, remarque Caleb en tapotant les dossiers juridiques. Ben savait exactement ce qu'il faisait. Alors que nous sortons sous le soleil devant le palais de justice, je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis la mort de l'oncle Ben. L'héritage est en sécurité, l'entreprise est en sécurité. Plus important encore, la vérité sur la vraie famille a été affirmée de la manière la plus publique possible. Iris passe son bras sous le mien alors que nous descendons les marches du palais de justice. À quoi penses-tu, mademoiselle Stella? Je touche la montre de l'oncle Ben à mon poignet, sentant son tic-tac régulier contre mon pouls. Je pense que la loyauté n'est pas une question de sang. C'est une question de présence, jour après jour, année après année. Une petite foule d'employés du magasin attend en bas des marches, applaudissant à notre approche. Dans leur visage, je vois la communauté que l'oncle Ben a bâti, le véritable héritage qu'il a laissé. Je ne suis plus l'enfant abandonné, ni même simplement la nièce en deuil. Je suis la gardienne de tout ce que Ben appréciait, l'entreprise qu'il a bâtie, les gens qu'il a employés et la famille qu'il a choisie. Mes épaules se redressent avec la responsabilité et le privilège de porter son héritage. Et pour la première fois depuis sa mort, je sais avec une certitude absolue que je suis à la hauteur de la tâche. Je me tiens à la tribune, le bout de mes doigts reposant légèrement sur le bois poli, regardant une mer de visages. 6 mois depuis la victoire au tribunal, et la transformation me surprend encore parfois.
Arcadia Home & Living a été bâti sur un principe simple, 10 jeux dans le microphone, la voix stable là où elle aurait pu trembler autrefois, que la qualité compte dans nos produits, dans notre service, et plus important encore, dans nos relations. La cérémonie annuelle de remise des prix du Seattle Business Journal bourdonne d'une énergie tranquille. 300 des chefs d'entreprise les plus influents de la ville remplissent la salle de bal, et aucun d'eux ne me fait plus douter de moi-même. Le Crystal Community Leadership Award capte la lumière à côté de moi, l'héritage de Ben rendu tangible. Au premier rang, Iris rayonne, ses cheveux argentés élégamment coiffés pour l'occasion. À côté d'elle, Caleb ajuste ses lunettes, offrant un petit signe de tête approbateur. Ma vraie famille, liée par le choix plutôt que par le sang. Mon oncle m'a appris que l'intégrité en affaires reflète l'intégrité dans la vie, je continue. Et quand Arcadia ouvrira son emplacement à Tacoma le mois prochain, nous apporterons ce même engagement à une nouvelle communauté. Le souvenir de ces jours chaotiques après le retour de mes parents semble maintenant lointain. Les articles de journaux sur l'affaire judiciaire sont rangés dans le tiroir de mon bureau, non pas comme un rappel de la douleur, mais de la force. L'héritière d'une entreprise locale remporte une victoire décisive, titraient les journaux. La couverture a validé ce que Ben m'avait toujours dit. La vérité, lorsqu'elle est correctement préparée et présentée, finit toujours par l'emporter. Mes parents ont quitté la ville dans les 48 heures suivant la décision du juge. Leurs menaces se sont avérées aussi vides que leurs promesses l'avaient été 16 ans plus tôt. L'ordonnance restrictive reste en vigueur dans tous les services de police dans un rayon de 100 miles, bien que nous n'en ayons pas eu besoin. Les gens prêts à abandonner un enfant pour de l'argent montrent rarement le courage de faire face aux conséquences. La fondation Benjamin Thomas sera officiellement lancée la semaine prochaine, j'annonce, une chaleur se propageant dans ma poitrine au murmure d'approbation. Notre mission est simple, soutenir ceux qui reconstruisent leur vie après une trahison familiale. Parce que parfois, la famille qui compte le plus est celle que l'on choisit. Du coin de l'œil, je vois Margaret Wilson, notre nouvelle directrice de magasin, essuyer des larmes. Il y a 3 semaines, elle se tenait dans mon bureau, tremblante comme je l'avais été autrefois dans celui de Caleb, expliquant comment son frère la pressait de partager notre prochaine ligne de produits avec des concurrents. Le parallèle ne m'a pas échappé. Quand les gens font face à des pressions familiales impossibles, lui avais-je dit alors, ils méritent plus que de la sympathie, ils méritent une protection. Caleb a rédigé une mise en demeure le jour même. Iris a emmené Margaret prendre un café et lui a raconté des histoires sur les limites inébranlables de Ben. La sécurité a installé de nouveaux protocoles pour protéger nos fichiers de conception. Le soutien systématique que j'ai fourni ne ressemblait en rien à ma propre réaction de panique des mois auparavant. Le sommeil vient facilement maintenant. Le café du matin sur le porche est devenu une célébration tranquille plutôt qu'un jeu d'attente nerveux. L'entreprise prospère, chiffre d'affaires en hausse de 23%, satisfaction des employés à des niveaux records. Mais ces indicateurs externes pâlissent à côté du changement interne. Je ne me demande plus si je suis digne de ce que Ben a construit. Je sais que je le suis. La fondation a déjà aidé 3 personnes à défendre avec succès leurs limites, je continue à la tribune. Des gens comme nos propres employés qui font face à des choix impossibles entre la loyauté et l'autoprotection. Dans l'auditoire, Thomas Reynolds acquiesce avec reconnaissance. En tant que notre plus jeune chef de service, il a bénéficié du soutien juridique de la fondation lorsque ses parents ont tenté d'accéder à ses comptes d'investissement nouvellement créés. Le soulagement sur son visage lorsque j'ai promis les ressources de l'entreprise me réchauffe encore le cœur. Iris Pruitt sera la directrice de programme de la fondation, j'annonce, la regardant se redresser avec fierté. Son rôle officiel de gestionnaire de la succession et de membre du conseil consultatif familial a formalisé ce qu'elle a toujours été, le cœur de notre famille non conventionnelle. Personne ne comprend mieux comment aider les gens à trouver leur famille de cœur. Après la cérémonie, Caleb s'approche avec des flûtes de champagne. Ses honoraires ont été augmentés, faisant de lui notre conseiller juridique permanent. Une autre encre dans la tempête. Ben serait fier, dit-il simplement. Il m'a préparé à cela, je réponds. Je ne le savais tout simplement pas à l'époque. Le centre d'affaires bourdonne autour de nous, mais mes pensées dérivent vers cette première nuit après que mes parents m'ont laissé, Iris me tressant les cheveux, Ben lisant Bonsoir Lune. Ils m'ont choisi avant que je ne puisse les choisir. Maintenant, j'honore ce choix chaque jour. De retour au domaine, j'enlève mes talons et me dirige vers l'ancien bureau de Ben, mon bureau maintenant. Les plans d'agrandissement pour le 3e emplacement d'Arcadia sont étalés sur le bureau.
des décisions qui m'auraient autrefois paralysé m'énergisent maintenant. Pas de doute, pas de peur de l'échec, juste une vision claire et une action décisive. Le téléphone sonne. C'est la première boursière de la fondation qui appelle pour annoncer qu'elle a terminé son diplôme en commerce. Une autre vie qui se reconstruit, un autre cercle qui se complète. Oncle Ben m'a appris que l'amour est un choix que nous faisons chaque jour, lui dis-je, la vérité de cela s'installant dans mes os. Parfois, le plus difficile est de croire que nous méritons de faire ce choix. En raccrochant, je vois mon reflet dans la fenêtre. Je suis devenu la leader que Ben a toujours vue en moi. L'enfant abandonné est toujours là, mais elle ne dirige plus mes décisions. Au lieu de cela, elle informe ma compassion. La brise du soir transporte le parfum du jardin d'iris par la fenêtre ouverte. Demain, il y aura des réunions du conseil d'administration, le travail de la fondation et la préparation des entretiens pour le magasin de Tacoma. Mais ce soir, dans ce moment de calme, je reconnais le chemin parcouru. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les, puis choisissez qui mérite votre loyauté. Ce n'est pas une leçon que je voulais apprendre 2 fois, mais une que je n'oublierai jamais. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui partagent vos valeurs. Ben le savait. Maintenant, moi aussi.